Eh bien, il faut savoir que rarement on vient dans l'arbitrage par vocation. Mais on ne se dit pas qu'on veut devenir un Colina ou un Vautreau de l'époque. Il y en a 17 des lois du jeu. Et on va dire, lui, il est capable parce qu'il a prouvé ce jour-là, il avait un gros match, des cartons rouges, des pénaltys. Ça m'a marqué, j'avais fait un quart de finale de Coupe Gambardella, un Lyon-PSG, sur la plaine de Gerland. Et déjà là, il y avait les stars d'après, les Ben Arfa et compagnie. À Montpellier, j'ai noué une relation sympa avec Vittorino Hilton. On a 3 tests physiques par an qui sont très impressionnants. Gaël, la première fois qu'il a fait un stage d'avant-saison et qu'il a fait les tests d'arbitre, il nous a dit, mais en joueur professionnel dans toute sa carrière, il n'avait jamais vécu ce niveau d'intensité physique. Par contre, ce qui était essentiel pour moi, c'est pouvoir communiquer avec les joueurs, d'expliquer quand je me trompais. On travaille beaucoup à la Ligue sur la discrimination, les violences, et il faut les combattre. Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct du stade Saint-Symphorien après des joueurs, des directeurs sportifs. On interview cette fois-ci le monde de l'arbitrage et aujourd'hui je vais accueillir Sébastien Morera, ancien arbitre de Ligue 1 et actuellement du coup directeur adjoint à la Ligue du Grand Est. Comment ça va Sébastien? Ça va bien Hugo, merci et toi? Merci de m'accorder cette interview, ça me fait vraiment plaisir. Donc on va retracer un petit peu ta carrière et puis voir un petit peu plus le monde de l'arbitrage. Donc la première question c'est, tu as commencé l'arbitrage très jeune. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette voie? Eh bien, il faut savoir que rarement on vient dans l'arbitrage par vocation. C'est-à-dire que quand on aime le foot, on a envie de ressembler à mon époque à Zidane, à Ronaldo, R9, à plein de grands joueurs. Mais on ne se dit pas qu'on veut devenir un Colina ou un Vautreau de l'époque. Et encore moins aujourd'hui un Le Texier ou un Turpin. Donc on est d'abord dans le milieu du football. Et moi j'avais un papa qui était dirigeant de club. Et les clubs ont des obligations d'avoir un quota d'arbitres, un effectif d'arbitres. Il n'y en avait pas assez et on nous demande, tiens, est-ce que tu veux pas essayer pour nous aider? Je jouais à un très bon niveau à l'âge de 15 ans et à l'âge de 15 ans, j'ai passé mes examens théoriques et pratiques. Et la première fois que j'ai mis le sifflet à la bouche sur un match de 15 ans, j'ai tout de suite pris beaucoup de plaisir. Donc voilà, pas par vocation, par obligation. Et après, c'est là où j'ai découvert l'arbitrage et j'en ai fait une carrière et mon métier. D'accord, et tu jouais quel poste quand tu étais joueur? Alors à l'époque, ça s'appelait encore libéraux, c'est-à-dire arrière central. J'étais celui qui allait couper les ballons et qui relançait. Et je prenais beaucoup de plaisir dans ce collectif. Ça a été vraiment un hasard total. Et tu étais licencié dans quel club? C'est quel club qui t'a lancé dans l'arbitrage? Le club s'appelle SR dans le territoire de Belfort, puisque moi je suis franc-comtois d'origine. Ok. Ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer le parcours de formation pour devenir arbitre aujourd'hui? Quels sont les diplômes et étapes clés pour progresser? Donc quand on s'inscrit à l'arbitrage via son club, il y a plein de bénévoles qui gèrent l'arbitrage, des commissions départementales d'arbitrage. Il y a des salariés, des conseillers techniques qui gèrent l'arbitrage, qui sont là pour recruter, pour fidéliser. Donc à l'époque, je me suis retrouvé avec le district du territoire de Belfort. On m'a fait passer un examen théorique après avoir eu une formation théorique. Il faut savoir que l'arbitrage, à la base, le socle, ce sont les lois du jeu. Est-ce que tu sais, Hugo, combien il y a de lois du jeu dans le football? Il me semble, je vais dire une bêtise, mais je vais tenter, je vais dire entre 10 et 12. Il y en a 17 de lois du jeu. Et donc c'est très théorique, on apprend tout par cœur, ce qu'il faut savoir sur le terrain, ses dimensions, les buts, les lignes, les ballons, combien ils pèsent, leurs dimensions. Il y a beaucoup de choses théoriques parfois qui ne servent pas à grand chose, c'est comme le code de la route, mais il faut quand même les maîtriser. Et puis il y a des choses essentielles sur les lois du jeu, c'est quand est-ce qu'on doit mettre des cartons jaunes, des cartons rouges, quand est-ce qu'on reprend pas une balle à terre, un coup franc, un penalty. Ça semble évident. C'est vrai que sur le coup, je te coupe, c'est vrai que l'histoire par exemple des cartons jaunes et cartons rouges, souvent quand on regarde à la télé, on se dit mais ça c'est rouge et tout, mais en fait on prend pas tous les… C'est très codifié. Tout pourquoi il n'y a pas rouge, il faut regarder quel détail, etc. Et au départ dans l'arbitrage, donc les lois du jeu sont essentielles. Après, quand on arrive à un niveau professionnel, il y a parfois l'esprit et la lettre. On arbitre différemment, on arbitre un spectacle et on est moins pointu sur certaines choses. Je vais vous prendre un exemple, c'est les remises en jeu en touche. Voilà, au début, on apprend comment doit se faire une touche, les 2 pieds au sol, derrière la ligne ou un pied sur la ligne, les mains bien derrière la tête. Et vous allez me dire, en professionnel, on voit des fois des touches qui sont très mal faites. Mais c'est compliqué à un niveau de professionnel où il y a du spectacle, d'arrêter le jeu toutes les 2 touches pour dire attention, là de l'autre côté, on ne serait pas compris.
Mais voilà, socle, les lois du jeu. On a un livre des lois du jeu, c'est le livre de chevet. On est très bien accompagné par des commissions. Et on passe un examen théorique pour voir si on a quand même un minimum requis. Et après, on est balancé sur le terrain. Quand je dis balancé, on est accompagné sur les premiers matchs par des anciens arbitres, par des membres des commissions bénévoles, par des arbitres en activité qui viennent nous voir et qui nous suivent. Et il y a un diplôme pratique. Est-ce qu'on est capable de mettre en application tout ce qu'on a appris sur les livres, où se placer, comment se placer? Donc on a un peu perdu au départ, on croit que c'est simple, mais c'est pas si simple. Et puis il y a une chose qu'on n'apprend pas, c'est d'être capable de prendre des décisions et d'avoir le sifflet qui monte à la bouche pour décider s'il y a faute ou s'il n'y a pas faute. Ça, on a beau arbitrer des copains, on a beau essayer entre amis, mais quand on est arbitre officiel et qu'il faut prendre des décisions, il faut avoir du courage. Et ça, on découvre sa personnalité et c'est ça qui est très intéressant. Et justement, quand on est jeune arbitre, est-ce que, quoi qu'il arrive, si on travaille bien et qu'on commence très jeune l'arbitrage, on peut arbitrer en Ligue 1 ou il y a des prérequis après pour passer dans le professionnel? Il y a 26 000 arbitres en France. Il n'y en a que 20 qui sont arbitres de Ligue 1. Donc c'est une pyramide, c'est une très très grosse sélection. Mais comme dans tous les sports, dans tous les domaines sportifs, il y a plein de choses qui rentrent en compte. C'est d'abord le travail. Je pense qu'il y a aussi une part de talent, c'est inné ou c'est pas inné chez certains. Et puis il y a aussi une part de personnalité et malheureusement ou heureusement une part de chance. C'est d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes capacités, ne pas subir de blessures et puis d'avoir la chance d'avoir un super match. Dans l'arbitrage, on est très bien encadré chez les jeunes. Ça veut dire que dès l'instant où on veut progresser, ce que je peux garantir, c'est qu'un jeune ou un moins jeune qui est sérieux, qui s'entraîne, qui apprend les lois du jeu, qui va en formation et qui va sur le terrain et qui a envie de progresser, progressera. Il pourra atteindre rapidement un haut niveau district, à un niveau de ligue. Et les meilleurs des ligues, ça, ce seront les formateurs qui décideront, qui détecteront les meilleurs talents pour aller plus haut. Et celui qui veut se donner les moyens peut très facilement arriver en ligue. Mais voilà, faut travailler. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'avais 16, 17 ans, 18 ans, j'ai fait des choix. C'est comme dans tous les sports, plutôt que d'aller en boîte de nuit le samedi soir où il fallait être le dimanche matin, quand j'étais observé, être prêt et frais. Donc, c'est des choix de vie. Et puis, c'est au détriment des copains, c'est au détriment des sorties, des activités. Mais il faut se donner les moyens. Donc, d'être professionnel, il est hors de question de faire rêver un jeune arbitre. Et même moi, quand j'encadrais les jeunes arbitres qui avaient 18, 19 et même jusqu'à 23 ans, il n'y a pas longtemps, j'ai eu une expérience avec un arbitre qui était en national. Pourtant, c'est la 3e division française. Mais même là, on n'a pas la garantie de se dire qu'on va être parmi les 20 meilleurs français parce que il y en a des très bons. Et puis, il y a un facteur chance. Et les arbitres sont observés chacun de leur côté sur leur match. Et il suffit de tomber sur un match où il n'y a pas grand-chose, où il ne se passe pas grand-chose, et ce jour-là, on est noté. On ne va pas pouvoir prouver ses compétences et le bon arbitre qu'on est, alors que le collègue à côté qui va être à Rennes sur un super match en 3e division, on va dire, lui, il est capable parce qu'il a prouvé ce jour-là, il avait un gros match, des cartons rouges, des pénaltys. D'où le facteur parfois chance. D'accord. À quel moment tu as compris que tu pouvais atteindre le niveau professionnel et arbitrer en Ligue 1? Tu avais quel âge justement quand tu as lancé un peu dans le grand bain et tu t'es dit je vais rentrer dans ce grand bain justement. Ouais, moi j'ai eu la chance d'arriver très jeune à la fédération. Déjà j'ai eu la chance d'être jeune arbitre fédéral, ça m'a marqué. J'avais fait un quart de finale de Coupe Gambardella, un Lyon PSG sur la plaine de Gerland. Et déjà là il y avait les stars d'après, les Ben Arfa et compagnie. Parce que moi j'ai arbitré cette génération-là. Et beaucoup les Sochaliens qui étaient de ma région, que ce soit Benoît Pedretti, Kamel Meriem, Monsoro, Jérémy Ménez, c'est des jeunes que j'ai retrouvés plus tard après dans les clubs pro. Et quand j'étais jeune arbitre fédéral, je me suis dit c'est quelque chose qui me plaît. Et j'ai vraiment eu l'envie. Est apparu le rôle de 4e arbitre dans les années début 2000. Et j'étais arbitre de National 2 à l'époque. Et j'étais 4e arbitre quand Saint-Etienne est redescendu en Ligue 2. Et 4e arbitre à Geoffroy Guichard, ça m'a donné des frissons. Et je me souviens ce jour-là, m'être dit, mais un jour j'ai envie d'être à la place de mon collègue qui est sur le terrain. C'était Saïd Njimi ce jour-là. Et je me suis dit, mais je vais être à sa place, je vais me donner les moyens. Je suis monté en national très vite. Je suis monté en Ligue 2 très vite. Et j'ai eu un parcours un peu chaotique parce que je suis redescendu de Ligue 2 en national. J'ai fini dernier du classement des arbitres de Ligue 2. Mais j'ai retravaillé. Je me suis dit, allez. Et puis je suis remonté directement en Ligue 2 et Ligue 1 directement. Donc en 2009, j'étais arbitre de Ligue 1. Donc encore une fois, du travail, un peu de chance.
Et puis de la résilience quand on descend ou quand on se blesse, d'accepter, puis de repartir vers l'avant. Donc voilà, le résumé, c'est on ne peut pas dire à quelqu'un tu vas être arbitre de Ligue 1, ce serait mentir. On peut déceler le talent, on peut déceler celui qui a les compétences pour, mais il y a plein de choses qui doivent s'additionner. Et moi, c'est quand j'étais en Ligue 2 où je me suis dit maintenant il faut que tu t'accroches et il faut que tu fasses le maximum pour aller le plus haut possible. Et après, il y a l'étape suprême qui est être arbitre international. Mais ça, j'ai jamais eu l'occasion parce que modestement et humblement, j'avais un profil où mon meilleur classement en Ligue 1 sur les 20, c'était 13e. Donc j'ai été 4e arbitre de Ligue 1 pendant plusieurs années, notamment de Clément Turpin. J'ai fait des sorties à l'étranger, mais je n'ai jamais été arbitre international. Mais voilà, j'ai fait une très belle carrière de 10 années en Ligue 1 et j'en suis très content. Et justement, je rebondis, c'est quoi ton premier match en Ligue 1 en tant qu'arbitre central? C'est Monaco-Lorient, un été 2009. Où j'en garde un excellent souvenir. Autant le premier match en Ligue 2, 3 ans auparavant, ou quand j'étais redescendu l'année-là, c'était au stade de la Licorne à Amiens. J'étais perdu les 15 premières minutes. Je sais pas pourquoi. Pas dans un bon moment et ça s'est ressenti un peu. J'étais pas comme d'habitude. Mais alors, Monaco-Lorient, ça reste un excellent souvenir déjà. Pas trop de spectateurs qui mettent la pression à Louis II, hein. C'est très calme. Ouais, c'est très connu qu'à Louis II, il n'y a pas la meilleure des ambiances de France. Maintenant, il y a pire que Monaco quand on va l'été autour d'un match. C'était très agréable. Et puis, j'avais la confiance de mon directeur de l'époque, qui était Marc Bata, qui m'avait mis dans les meilleures conditions, avec un assistant que je connaissais très bien, un 4e arbitre que je connaissais très bien. Et le jour-là, le match super, d'excellentes décisions, des joueurs super sympas sur le terrain. Donc, ça reste un excellent souvenir. Si c'était à le revivre, j'aimerais le revivre. Ok, il y avait qui comme joueur justement dans ce Monaco? Alors, par contre, Hugo, j'ai un gros défaut. Ouais. C'est que j'ai une très mauvaise mémoire des époques, des joueurs, des souvenirs. J'ai croisé tellement de joueurs, mais je crois que j'ai jamais trop attaché d'importance au nom des joueurs ou des grands joueurs. Une fois, je me suis amusé à aller revoir la feuille de match et je disais effectivement, il y avait un tel et un tel, mais c'est pas une chose qui m'a marqué. Mais tout au long de ma carrière, en fait, j'ai été de l'épopée. Le Qatar commençait à mettre en place son équipe, donc Ibrahimovic, je l'ai arbitré plein de fois, j'ai eu la chance de croiser Beckham, toute la belle équipe du PSG, de Lyon, de Marseille, mais je m'attache pas ni aux joueurs, ni aux personnes, c'est plus à l'aventure que j'ai retenue. Donc vous n'étiez pas du genre à, par exemple, essayer de demander un maillot à un joueur à la fin de… Non, jamais vous avez eu de maillot de joueur? Sans le demander forcément, est-ce que vous des fois… Il faut savoir qu'il y a des clubs, quand on arrive avant, dans un protocole, il y a des clubs qui décident de nous offrir un maillot. Il est posé dans le vestiaire, on l'a dans le vestiaire avant le match, c'est sympa. Mais jamais de la vie, j'ai eu des rapports amicaux avec des joueurs ou leur demander des maillots, même à la fin de ma carrière. Par contre, on en parlera après certainement, j'ai construit ma carrière d'arbitre sur la communication et j'essaie d'avoir des rapports privilégiés avec certains joueurs, comme relais, comme partenaires sur le terrain. Et une petite complicité, c'est parfois créée. Je vais vous donner un exemple. J'ai des origines portugaises, donc je parle le portugais couramment. Et dans chaque équipe, il y a toujours un Brésilien ou un Portugais. Et à mon époque, le PSG était rempli de Portugais, que ce soit Thiago Silva, David Luiz, Thiago Motta parlait le portugais, Lucas Moura, il y en avait tellement. À Montpellier, j'ai noué une relation sympa avec Vitorino Hilton. Et voilà, on était assez proches, Felipe Sada ailleurs, plein de joueurs comme ça, où j'arrivais à créer une complicité. Et puis tous ces anciens socialiens que je connaissais, qui sont devenus des contacts en dehors, je ne vais pas dire des amis, mais des personnes que j'ai plaisir à revoir, où on s'appelle de temps en temps, Benoît Pederetti, Kamel Meriem, c'est des joueurs que j'ai recroisés en dehors du terrain, mais jamais à demander un maillot, et puis pas être un fanatique. Voilà, moi par contre, quand on est arbitre, on vient faire un métier, exercer un métier important, et on ne peut pas se permettre d'être en termes d'équité et d'uniformité. Oui, c'est ce que je me posais comme question. C'est en termes de neutralité, c'est compliqué d'aller. En plus, à la fin du match, ouais, tu veux bien me donner ton maillot, alors que ça se trouve, l'équipe, elle a gagné ou elle a perdu. Et il y avait une chose qui était pour moi primordiale, c'était aussi le tutoiement. Je me refusais à tutoyer, même si je connaissais le joueur. Je ne tutoyais pas le joueur. Je lui disais avant, on se connaît, mais on ne va pas se tutoyer. Et pas de favoritisme. Et voilà, c'était plus des relais sur lesquels je pouvais m'appuyer. Mais j'ai toujours dissocié l'arbitrage et les relations humaines sur le terrain. Il faut les laisser de côté parce que sinon, on se met en danger. Ok, je voulais savoir comment gérer concrètement la pression d'un match de Ligue 1 avec les joueurs, le staff, le public en général. Comment ça se passe un petit peu votre avant-match, pendant le match et après le match? L'arbitrage, c'est très professionnalisé. Vraiment, maintenant, avant, on pouvait travailler à côté.
On s'entraînait régulièrement, mais voilà, là maintenant, les arbitres s'entraînent 2 fois par jour minimum, sont 1 semaine par mois à Clairefontaine, donc ça je l'ai vécu. On a 3 tests physiques par an qui sont très impressionnants. Pour l'anecdote, il y a des anciens joueurs pro qui deviennent arbitres. Gaël Angoula. Gaël Angoula, et avant lui, il y a eu Jérémy Stina, qui a évolué en Ligue 2 et qui est arrivé en Ligue 1. Et Gaël, la première fois qu'il a fait un stage d'avant-saison et qu'il a fait les tests d'arbitre, il nous a dit, mais en joueur professionnel dans toute sa carrière, il n'avait jamais vécu ce niveau d'intensité physique. Donc tout ça pour rebondir sur le fait qu'on est très préparé. On a beaucoup de rassemblements, on fait beaucoup de visionnage vidéo des matchs des équipes qu'on va arbitrer, des anciens matchs. On connaît exactement les tactiques mises en place. Donc c'est une vraie préparation. Donc un arbitre ne découvre pas le vendredi, samedi ou dimanche son match. Il est préparé. Il arrive la veille du match dans la ville. À la différence des équipes, c'est qu'il se déplace seul. Il n'a pas quelqu'un qui lui organise son déplacement. Donc il organise son déplacement en train, en avion, rarement en voiture. Il prend son hôtel, il se repose, il se prépare. Il y a des séances de kiné, des séances en salle la veille ou le matin du match. Il y a du repos l'après-midi. Il y a beaucoup de consignes avec les arbitres assistants pour bien préparer les derniers instants du match. Donc finalement, la pression, elle fait partie du métier. Et on vient pour exercer une passion qui est un métier, et on connaît la partition. La seule chose qu'on découvre, c'est ce qui se passe à la dernière minute sur le terrain, c'est l'évolution des mentalités, du score, et on s'y adapte. Mais on sait très bien à quel match on va avoir affaire généralement, à quel joueur on a affaire, on sait à qui on a affaire, les bandes touches, le public, ça fait partie du spectacle. Puis en même temps, on se nourrit de cette adrénaline. On est 100 fois plus heureux quand on est arbitre, quand on est dans un grand stade, ou peu importe, un petit stade, mais qui vibre, que dans un stade malheureusement comme Louis II où parfois il n'y a pas un bruit. C'est ce qui nous motive aussi, c'est ce qui nous pousse à aller faire des courses plus loin, à vivre le match. On aime vivre un match. Nous, on est heureux arbitre, c'est quand on ne parle pas de nous, quand on ne parle pas d'arbitrage, qu'il n'y a pas de décision majeure d'arbitrage, ou qu'on a pris les bonnes décisions, mais surtout qu'il y a des buts, du spectacle, des magnifiques buts. Moi, ça m'est arrivé de voir des buts magnifiques et de féliciter des joueurs pour dire bravo, parce que même moi, j'ai pris du plaisir à regarder ce but-là. Donc voilà, on est prêt à cette pression, même sur les grosses rencontres. Au contraire, c'est ce qui nous motive le plus, et c'est là où on est le plus concentré. Donc, pas de souci, ça fait partie du métier, et on l'apprend avec l'expérience. C'est pour ça que quand on est 4e arbitre, on découvre déjà cette atmosphère. Quand on est 4e arbitre, quand on est de bonnes touches, on voit très bien comment se comporte le public, les joueurs, les acteurs. Donc, on appréhende déjà mieux. On n'arrive pas dans un milieu qu'on découvre du jour au lendemain. Mais je voulais savoir aussi, parce que tu nous parles d'1 semaine à Clairefontaine, les préparations de match, comment on gère sa vie de famille aussi au bout d'un moment? Comme un sportif de haut niveau, un arbitre de Ligue 1, c'est un sportif de haut niveau qui dédie sa vie à l'arbitrage, et il n'y a pas de choix. Donc c'est comme un joueur de foot, il faut qu'on se sa vie de famille. On est beaucoup en déplacement, on est les 2 tiers de l'année en déplacement, parce qu'on part la veille, on rentre le lendemain du match, donc c'est 3 jours, plus les stages. Parfois les matchs européens, il peut se passer 15 jours sans être à la maison. Donc il faut avoir un socle familial important et précieux, bien construit. Ceux qui essayaient à l'époque de travailler, moi j'ai eu la chance d'avoir un pied dans l'entreprise, dans le groupe La Poste qui était partenaire des arbitres, à mi-temps, avec des employeurs qui me laissaient la latitude de me préparer. Mais maintenant les arbitres ne font que ça quasiment. Mais c'est un statut qui est remis en cause chaque année de par un classement et de par une blessure qui peut arriver. On arrive dans l'arbitrage en Ligue 1 pas avant 25-26 ans, donc faut préparer aussi en parallèle les études, peut-être un métier. C'est pour ça que c'est très compliqué de tout miser sur l'arbitrage, mais quand on y est, il faut se donner les moyens pour y rester, pour y arriver, prendre beaucoup de plaisir. Mais voilà, ça reste un métier maintenant à part entière, qui pour moi, alors certes maintenant est correctement payé, mais les chiffres sont tombés dans l'équipe là il y a 15 jours, 3 semaines. Comparé aux autres acteurs du football, ça reste quand même très modeste, même si dans la société actuelle, ça reste aussi, moi, je les ai pas vus ces chiffres pour l'arbitrage, ça équivaut à combien? Un arbitre, je parle en brut, parce que c'est un statut de travailleur indépendant, va toucher 150 000 euros annuels. Je parle annuel. Donc 10-12 000 mensuels bruts. Bon, oui, ça reste très correct, mais comparé aux joueurs de Ligue 1 ou aux ententes de Ligue 1, ça reste quand même très en dessous. Ok, ensuite, je voulais savoir quelle relation entretenais-tu avec les joueurs, mais tu as commencé un petit peu à répondre. Est-ce que le dialogue était essentiel pour gérer le match? Donc tu avais commencé un peu à répondre, oui. mais j'aimerais que tu étayes un petit peu plus.
Moi, j'avais des défauts, beaucoup, et une qualité. Mes défauts, c'était mon physique. Je suis assez petit, assez trapu. J'étais pas le plus performant physiquement, mais j'ai construit mon arbitrage sur un volet qui est la communication. Et sans être le meilleur sur le terrain techniquement, même si, comme tout, je faisais des erreurs et puis je prenais aussi des bonnes décisions. Par contre, ce qui était essentiel pour moi, c'est pouvoir communiquer avec les joueurs, d'expliquer quand je me trompais, d'expliquer parfois mes décisions, mais de construire en dehors du match une relation avec eux. Moi, j'étais frustré d'arriver, de découvrir un joueur à la 5e minute et on ne s'était pas vu avant, et de repartir sans se parler. Et ça, j'ai mis des petites choses en place. Au début, c'était très novateur. Les gens étaient surpris, mais moi, quand les arbitres vont visiter le terrain en arrivant au stade 1 heure avant, les joueurs sont sur la pelouse en train de discuter, tester la pelouse. Moi, j'allais saluer tous les joueurs. Je leur demandais comment ça allait. Avec certains joueurs cadres, je leur demandais un peu dans quel état d'esprit ils étaient. Donc, voilà. Si j'avais une information sur eux, sur un retour de blessure, on discutait. Et je revenais parfois sur des expériences qu'on avait eues sur des matchs précédents. Je voulais ça. Voilà. Et ça crée de la relation. Pour moi, quand on se connaît, on se respecte plus sur le terrain. Donc j'essayais d'avoir des joueurs cadres clés qui étaient mes référents. Parfois, ça fonctionnait très bien. Parfois moins. Il y a des joueurs avec qui c'était pas possible parce qu'il y a des joueurs qui viennent, il faut pas leur parler pendant le match. Et des joueurs qui aiment être sensibilisés, qui aiment être responsabilisés, au-delà des capitaines. Hein. Donc voilà, j'étais un très grand communicant avec les joueurs. Par exemple, moi j'ai cassé une barrière à l'époque. Je supportais pas qu'un arbitre puisse brandir un carton méchamment à un joueur. Et moi, quand je mettais des cartons, je préférais d'abord expliquer en disant vous allez avoir un carton jaune. Je vais mettre carton rouge, pas simple à accepter, mais voilà pourquoi. Et j'ai une anecdote, je me souviens, j'arbitre un jour à Bastia. C'est un contexte toujours particulier parce qu'il y a une vraie ferveur. Ah oui, à Furiani. Et au bout de 5-10 minutes, il y a une balle en profondeur, il y a un défenseur de Bastia qui fait une faute. Et ça va être carton rouge, le coup franc est à 25 mètres des buts. Et j'appelle le capitaine Cahuzac et je lui dis voilà, monsieur Cahuzac, je vais mettre un rouge. Je lui explique, hein, je ne l'ai pas encore sorti le carton rouge. Tout le monde attend. Les spectateurs, les entraîneurs, les gens ne savent pas trop parce qu'il y a encore une hésitation entre jaune et rouge. Et je le dis au capitaine. Et je dis, il va falloir calmer le joueur. J'ai pas d'autre choix et je lui explique pourquoi. Et après, je brandis le carton rouge. Le joueur s'énerve et le capitaine Cahuzac qui va le calmer. Et rien que ça m'a fait gagner ma décision au bout de 10 minutes de jeu. Et il n'y a pas eu de souci après. Mais par expérience, il suffit de brandir directement un carton rouge méchamment et les joueurs vont se dire, mais c'est pas possible, vont venir contester, même si la décision est logique. Donc voilà, c'était des petites astuces. Et parfois, avec des joueurs relais, je leur demandais de calmer des joueurs qui étaient compliqués. J'ai des anecdotes, je peux vous citer une avec un joueur qui est très connu, qui a marqué 2 buts mardi soir avec le PSG, qui est notre Ballon d'Or. Il a commencé ses débuts à Rennes, je l'ai arbitré à Marseille-Rennes, il avait 17 ans. Et il n'était pas dans un très très bon état d'esprit. Et son capitaine, c'était Sylvain Armand, qui était déjà ancien. Et on se connaissait bien. Et j'avais demandé à Sylvain Armand de cadrer un peu ce jeune joueur qui était fougueux et qui était un peu irrespectueux à l'époque. Et voilà, donc c'est comme ça que je travaillais. J'ai essayé de passer par des joueurs relais qui souvent ont un certain âge quand même et une certaine expérience. Ok. Ensuite, justement, tu as anticipé ma prochaine question parce que je parlais d'anecdotes. J'aimerais que tu me parles maintenant du regard que tu portes sur l'évolution de l'arbitrage aujourd'hui, notamment avec la VAR et les nouvelles attentes autour des arbitres. Alors, 3 choses. La VAR, j'ai été à la fin de ma carrière, en 2019, le responsable de la VAR pendant 5 ans à la Fédération française de foot, donc je connais très très bien le sujet, parce que pendant 5 ans, j'ai mis en place cette assistance vidéo, managé les arbitres, j'ai essayé de convaincre les clubs de développer cet outil. Moi, quand j'ai arbitré, elle s'est mise en place à la fin de ma carrière. Il y a parfois, j'étais malheureux. Je me souviens d'une fois à Rennes-Montpellier, je siffle un penalty, mais je suis convaincu qu'il y a penalty. Hein. Et quand je vois les images, mais il n'y a jamais de la vie penalty. Mais clair, le joueur l'a jamais touché. Donc, j'aurais aimé qu'on puisse m'appeler et me dire corrige ta décision parce que la nuit, on dort très mal. Et à part s'excuser, on ne peut plus rien faire. On ne peut pas corriger le mal qui a été fait. Et ce qu'il faut surtout pas faire, c'est compenser derrière. Parce que c'est arrivé en première mi-temps. Il ne faut pas se leurrer. Maintenant, les arbitres, à la mi-temps, dans le vestiaire, on a les téléphones.
on est informé, puis les gens qui sont au bord du terrain et les présidents savent nous le dire dans le tunnel. Ça met le doute et on vérifie et on sait si on s'est trompé ou pas. Maintenant, il y a la VAR. Et bien la VAR, je peux vous garantir qu'elle corrige factuellement. On va prendre 100 erreurs qui existaient sur tout le championnat. À l'époque, il y avait 38 journées à 10 matchs, 380 matchs. Je me souviens très bien des chiffres. Il y avait une centaine d'erreurs, mais manifestes. Malheureusement, un hors-jeu qui était sifflé à tort ou pas hors-jeu puis il y avait but. Une main qui n'était pas vue, un penalty qui était clair et inversement, un carton rouge oublié, mais des trucs très factuels. Hein. Aujourd'hui, il y en a 80% qui sont corrigés. Quelle entreprise, quelle société voudra se priver d'un outil qui corrige 80%? Moi, j'ai du mal à le concevoir. Maintenant, je comprends le débat. Il reste toujours une part d'interprétation, celle qu'avait l'arbitre avant. Là, maintenant, c'est lié à la VAR, et ça fait tout autant parler. Tout le monde pensait que la VAR allait tout résoudre. Non, elle résout 80% de choses. C'est déjà très bien, mais il y a encore une part d'incertitude, d'erreurs qui font. Alors, ça a dénaturé un petit peu le foot, c'est vrai. Justement, il y a quelques personnes qui disent que ça retire un peu le charme de certaines actions. Je l'entends. Certains buts n'auraient peut-être jamais existé s'il y avait eu la VAR déjà à l'époque. Justement, je voulais ton avis. J'entends que maintenant, quand on a marqué, parfois il faut attendre trop de secondes. C'était mon cheval de bataille de faire prendre conscience au VAR qu'il fallait travailler vite. On voit le Metz-Nantes, le dernier Metz-Nantes, là où il y a eu 3 buts, surtout le dernier de Gauthier, où le speaker crie le nom. Ouais. On a quand même attendu pas mal de temps avant que ça soit hors jeu de ça peu. Enlève l'émotion, mais en même temps, ça ajoute une certaine justice. Qu'est-ce qu'on préfère? C'est chacun se met du bon côté. Hein. Est-ce que les Irlandais auraient aimé avoir la VAR pour voir que le but de Thierry Henry n'était pas valable et puis potentiellement la Coupe du Monde? Des choses énormes qui ont existé. Qu'un ballon est rentré d'un mètre et qu'on ne l'a pas vu parce que ça allait trop vite. Moi, je suis plus du côté justice. Je n'ai jamais été ni un fanatique, ni voilà. J'aime bien qu'il y ait une certaine justice. Voilà, la VAR l'apporte souvent. Et peut-être ça dénature un petit peu le côté émotion. Mais ça va évoluer. Vous savez, le foot, il a plus de 100 ans et la VAR, elle a moins de 10 ans. Donc on va continuer à évoluer. Là, il y a encore des nouvelles règles qui se mettent en place maintenant. Il y a la sonorisation des arbitres qui va bientôt arriver aussi. Oui, même si je pense que c'est pas ça qui va changer beaucoup de choses, ça va faire comprendre. Mais il y a des petites règles qui se mettent en place. S'il n'y avait pas corner, pourquoi accorder un corner alors que tout le monde a vu que c'était un 6 mètres à copier de but? On va revoir certains cartons jaunes qui deviennent un carton deuxième jaune rouge pour pouvoir corriger si c'est pas vrai. Donc voilà, on va améliorer tout ça et la VAR va évoluer. La VAR va évoluer aussi pour les corners et les... Oui, ça c'est prévu pour cet été à la Coupe du Monde. Mais ça risque pas de faire perdre encore plus de temps? Non, parce qu'il faudra que ce soit quelque chose d'évident. Moi, j'ai travaillé derrière les VAR pendant 5 ans. Combien de fois on voyait très bien qu'il n'y avait pas corner? Et dans ces moments-là, on se disait pourvu qu'il n'y ait pas un but derrière, parce que sinon... Okay. Et il y a même des arbitres, quand ils le savaient, c'est un secret de polichinelle, mais il y a des fois, ils inventent une faute sur le corner qui n'existe même pas pour éviter... Donc voilà, la VAR va évoluer, c'est une certitude. Donc on va corriger certaines choses, comme le foot évolue. Donc pour répondre à ta question, le foot évolue avec les mentalités, les joueurs évoluent avec leur mentalité. Moi j'ai connu ce foot où les joueurs restaient parfois toute une carrière dans le même club. J'ai connu ce foot où les joueurs me racontaient, et je vivais parfois avec eux des journées d'immersion, où ils arrivaient tôt le matin prendre le petit déjeuner, jouer aux cartes entre eux et puis partir tard. Il n'y avait pas de casque sur les oreilles. Il n'y avait pas de... Voilà. Et puis maintenant, le foot évolue, donc je ne critique pas, sans passer pour l'ancien. Moi, je pense qu'il faut l'accepter et garder son charme et puis accepter que l'arbitrage évolue aussi. Donc, par contre, il y aura toujours des erreurs dans l'arbitrage parce qu'il n'y a que celui qui n'arbitre pas qui ne fait pas d'erreur. On est tous des sélectionneurs, on est tous des arbitres, mais quand on est sur le terrain, ça va très vite, on n'a pas forcément le bon angle. Puis il y a des questions d'interprétation, donc voilà. Ça fait partie du jeu. Ok. Ensuite, je voulais te demander comment s'est faite la transition là, quand tu as arrêté ta carrière d'arbitre avec tes fonctions actuelles à la Ligue du Grand Est. Donc, je te laisse les présenter et comment ça s'est fait. Oui, alors donc déjà, moi, après ma carrière d'arbitre, je suis allé travailler 5 ans comme responsable de la VAR. Ensuite, j'ai quitté la Fédération française de foot et j'habite ici dans le Grand Est, à Metz, pas loin du stade Saint-Symphorien. Et le nouveau président de la Ligue, qui s'appelle Yann Leroy, qui a été élu pour 4 ans en novembre 2024, on s'est rencontrés et on a convenu de collaborer pour faire une mission d'audit au sein de la Ligue. Il voulait avoir un regard sur comment ça travaillait dans les instances, dans les salariés de la Ligue. Il y a 80 salariés à la Ligue de foot. Moi, j'étais sur le marché de l'emploi et voilà, on a convenu de collaborer ensemble.
Donc je suis très heureux de maintenant me retrouver revenir dans ce foot amateur, puisque c'est la base, on se construit de la base, et de partager mon expérience. Et mes missions, c'est de réorganiser un peu les services de la Ligue, de travailler avec le service arbitrage entre autres parce que j'ai une certaine expertise, mais d'autres services pour faire que les compétitions de la Ligue se passent bien, que l'on puisse développer des projets mis en place par les élus, de développer le foot féminin, de développer d'autres pratiques, de développer la pratique chez les jeunes, de structurer les clubs, d'aider les clubs à structurer, les clubs amateurs, parce que c'est pas simple maintenant d'être bénévole, de pouvoir travailler au sein des structures et d'avoir de l'argent. Donc voilà, toutes ces missions qui sont au sein de la Ligue du Grand Est sont très passionnantes, de travailler avec les districts aussi, pour faire évoluer notre football amateur et puis inculquer des bonnes valeurs et montrer qu'on a ce rôle social d'accompagner les jeunes et les moins jeunes à travers ce sport que tout le monde adore et pratique en masse. On reste le sport le plus pratiqué. La Ligue du Grand Est, c'est 210 000 licenciés et tous les bénévoles qui sont autour. Donc voilà, il y a beaucoup d'actions à mettre en place et je prends beaucoup de plaisir dans ce que je fais et je découvre depuis un an. Ok, j'avais une dernière question. C'est quel conseil tu donnerais à un club amateur pour améliorer ses relations avec les arbitres? Moi, je donnerais un conseil non seulement aux clubs amateurs et à leurs arbitres qui sont dans leur club. En fait, les arbitres sont trop souvent isolés ou s'isolent trop souvent de leur club d'appartenance. Comme je l'ai dit en préambule, les clubs ont des obligations d'arbitrage. Donc on va chercher un arbitre, il appartient au club. Cet arbitre ne va jamais arbitrer les équipes de son club. Il va prester pour les autres équipes. Mais je pense que durant la semaine, le conseil que je pourrais donner, c'est de vivre ensemble. Qu'un arbitre puisse aller s'entraîner avec l'équipe senior, l'équipe jeune, la semaine, qu'il puisse participer à des séances, qu'il puisse partager son expérience avec les dirigeants, les joueurs de son club, qu'il puisse participer à la vie du club. Alors oui, le week-end, il va être pris sur ses matchs, mais d'aller à une assemblée générale, d'aller à une manifestation de son club, et puis d'aller à minima sur les matchs amicaux de son club, et inversement, que les dirigeants d'un club se disent, tiens, on a un arbitre de notre club, le week-end, il n'est pas chez nous, mais peut-être qu'il y a un dirigeant de chez nous qui pourrait aller le voir, aller l'accompagner, l'emmener, passer une journée avec lui, voir ses difficultés, voir comment se passent ses matchs. Donc pour moi, l'idée, elle est de renouer le lien entre l'arbitre du club et son club, mais le message, il est passé aux deux. Parce que j'ai été parfois trop isolé, mais je me suis aussi parfois trop isolé. Donc voilà, il faut y a un chemin à faire des deux côtés. Et de ce fait, les dirigeants vont peut-être comprendre les difficultés d'un jeune arbitre ou d'un arbitre. Quand on va voir son arbitre sur un match neutre qui ne concerne pas, et qu'on va entendre dans les tribunes ce qui peut se passer parfois, qu'on va voir sur le terrain les réactions qui peuvent se passer parfois malheureusement, la violence verbale, et quand elle est physique, elle est inadmissible, on va peut-être prendre conscience en se disant, peut-être parfois c'est nous qui nous comportons, on se comporte mal chez nous, à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, il faut comprendre que l'arbitrage, c'est très difficile. Ce sont des passionnés et il n'y a rien qui justifie la violence, déjà entre joueurs, entre spectateurs, mais envers un arbitre, moi ça me dépasse et je trouve ça vulgairement dégueulasse. Il faut accepter. Les arbitres ne sont pas malhonnêtes, ils font des erreurs, ils se trompent, mais comme les joueurs, comme les entraîneurs. C'est souvent la cible facile, mais non, on ne peut pas tolérer tout ce phénomène. Donc on travaille beaucoup à la Ligue sur la discrimination, les violences, et il faut les combattre. Donc il faut être impliqué à tous les niveaux. Donc voilà le petit conseil, Hugo, que je peux donner. Eh ben, écoute, merci Sébastien. Merci Hugo. Hugo. Vraiment plaisir de faire plaisir cette partagé. interview, de découvrir un peu plus le monde de l'arbitrage qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde parce que beaucoup se posent des questions sur ça. Donc, c'était vachement sympa. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de s'abonner, de partager, de commenter aussi la vidéo si vous avez des questions à poser à Sébastien. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Au revoir.